présente Matière Grise. Matière Grise, c'est quoi? Eh bien, c'est un média web qui fait la promotion du cinéma indépendant, du cinéma afro-descendant et afro-diasporique. Pourquoi? Parce qu'on a fait un constat, c'est que la majorité de ces films n'est ni financée ni présentée dans les salles et donc moins accessible pour vous, le grand public. Alors avec le Centre Africa et Matière Grise, on a décidé de mettre en place un ciné-club qui aura lieu une fois par mois et qui vous permettra donc de visionner un film, mais surtout de parler avec les auteurs. D'ici là, on se retrouve sur nos réseaux sociaux. Donc on a une chaîne YouTube, M1/3Grise avec un Z, c'est très important, mais également une page Instagram, matière-grise. En attendant, je m'installe confortablement et je regarde mon film. Au revoir. Bonjour. Bonjour Oumou. Merci infiniment. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Merci bien infiniment sûr. d'être venu aujourd'hui pour Merci le à premier toi. épisode qui va investir le Ciné Club en collaboration avec Matière Grise et le Centre Africa. Donc tu es une artiste plurielle et habitée, Jennifer Sidney. Tu as tracé ton chemin à la croisée des mots, du corps et de l'image. Tu es une écrivaine engagée, une comédienne, une metteuse en scène et scénariste. Tu as exploré depuis plus d'une décennie maintenant les territoires de la création avec une intensité rare, si je puis dire. De la littérature militante aux planches, des plateaux de tournage aux vidéoclips. Tu as déployé une énergie libre, profondément ancrée dans les luttes sociales et culturelles qui la traversent, notamment au travers de la culture du viol dont on va parler dans cette entrevue. Tu es aussi autrice d'ouvrages collectifs comme Sous la ceinture ou Je suis indestructible. Tu es interprète dans des œuvres théâtrales marquantes et récemment à l'affiche du court-métrage Trapped par amour, présenté notamment au Festival Vue d'Afrique et au Festival international du film Fantasia. Jennifer Sidney, tu incarnes aussi une génération d'artistes qui ont créé à la fois des choses avec de l'acte esthétique et des messages forts pour la jeunesse. Une rencontre avec une femme qui fait de l'art un espace de vérité. Merci beaucoup Oumou pour cette présentation. Je suis bien touchée. Merci, je suis bien émue. Avec grand plaisir. En quelques mots, tu te définis souvent comme une artiste dans l'âme. À quel âge ça a commencé ton amour pour le cinéma, pour l'écriture? Waouh, je te dirais que principalement pour l'écriture, ça a commencé lorsque j'avais 8 ans. Mon grand-père il m'a expressément envoyé vers la voie de l'écriture. Il m'a dit, toi, tu vas écrire. Et il m'a acheté cette espèce de grand journal, là, super épais. Et il m'a dit, tu vas te mettre à écrire. Et j'ai toujours écrit à partir de là. J'ai rempli ce carnet qui contenait peut-être 500 pages. C'était vraiment énorme. Tu sais, à l'époque, les petites filles avaient des petits journaux intimes avec des petits papillons, des fleurs. Mais moi, j'avais un truc, honnêtement, c'était moche. Hein. C'était genre vert menthe, mais pour moi, c'était magnifique. Et d'ailleurs, je n'arrive même pas à écrire avec des abréviations parce que depuis cet âge-là, j'ai toujours pris l'habitude d'écrire. Donc, des fois, c'est un peu relou dans cette génération, même d'envoyer des SMS. Oui, les textos, bien sûr. On dirait que j'envoie toujours des romans, mais c'est tellement pas fait exprès. C'est parce que j'ai vraiment nourri cette habitude-là d'écrire et puis ça a commencé là. Et pour le cinéma, je dirais que j'ai vraiment toujours été une cinéphile. J'ai grandi avec une grand-mère également qui adorait regarder des films à la télévision. Donc, c'est là que ça a commencé. Et mon amour de vouloir jouer a commencé, je dirais, à 19 ans. J'avais été approchée par un réalisateur haïtien, Jean-René Lubin, qui m'a approchée pour faire partie d'un de ses projets qui s'appelait Lien de sang. Donc, le premier rôle que j'ai joué au cinéma, c'était le rôle de Nadège. Et j'avais 19 ans. Et puis, depuis lors, il y a toujours eu un espace dans ma tête pour le cinéma. On sait que pour les acteurs, c'est parfois un milieu un peu précaire. À quel moment tu t'es dit que tu voulais en vivre? Est-ce que c'est possible encore? Je crois que c'est possible. Je crois qu'on ne peut pas se limiter en tant qu'artiste. Je crois qu'il faut faire confiance au processus. Je ne crois pas au défi de l'âge. Je ne crois pas parce que je crois que l'idée, c'est de se garder en santé. L'idée, c'est de garder la forme. Donc, je crois qu'on peut vivre de tout ce qu'on veut. En fait, il faut pas se limiter. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu préfères écrire ou jouer? À quel moment tu as mis en corrélation ton amour pour l'écriture qui a commencé très très jeune, parce que 8 ans c'est quand même très très jeune, c'est pré-adolescence. Ouais. Et donc je comprends bien que ton premier rôle c'est à 19 ans. À quel moment tu as pu fusionner les deux? Je dirais que c'est au moment où... Enfin, je peux fusionner les deux effectivement, mais je n'arrive pas vraiment à trancher. Mais si je devais le faire, ce serait définitivement... Je crois que ce serait l'écriture qui viendrait toujours en premier plan. J'adore jouer.
Jouer, j'adore jouer. Et lorsque je trouve des occasions pour jouer, je le fais. Parce que ça me permet de renforcer mon empathie. Incarner des personnages, c'est savoir se mettre dans la place des autres, c'est savoir incarner l'autre, incarner ses souffrances, incarner ses joies. Donc c'est toujours un défi que j'adore relever, celui de jouer. Mais écrire, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Justement, ça m'anime plus, pas plus, mais cela m'a animé avant de jouer. Donc, bien sûr que je vais le mettre en priorité, mais jouer, j'adore cela également. Je m'éclate à le faire et c'est aussi le jeu avec l'autre. C'est extraordinaire. Tu parles d'incarnation, donc j'imagine qu'il y a toujours un peu de toi dans les personnages que tu développes. Et il y a eu aussi beaucoup de problématiques, de polémiques autour d'artistes qui ont parfois eu des comportements déplacés. Est-ce qu'on devrait dissocier l'artiste de son œuvre? C'est-à-dire, j'aimerais bien que tu renforces sur cette question-là. Si on prend l'exemple de Roman Polanski, par exemple, oui. C'est un réalisateur, il a fait beaucoup de films. Mm-hmm. Est-ce qu'on devrait continuer d'aller voir ses films, qui restent très bons, ou alors est-ce qu'on devrait se dissocier de son travail parce qu'il est un homme problématique? Ah, d'accord. Ben, on peut prendre cet exemple-là, effectivement, Roman Polanski. Je crois que c'est une question très personnelle dans la mesure où je crois que c'est propre à chaque personne de décider s'ils veulent, oui ou pas, encourager cet artiste par rapport aux polémiques qui lui sont reliées. Personnellement, je suis une fervente féministe, surtout une féministe vraiment qui encourage l'intersectionnalisme, c'est-à-dire vraiment de mettre aussi de l'avant et de mettre une lumière sur les combats des femmes noires et des femmes de couleur. Donc, c'est sûr que ce genre de situation, ça peut être malaisant. Malgré l'intensité du talent de ce réalisateur, c'est sûr que l'encourager à aller voir ses films, c'est d'une part lui mettre une lumière sur cette personne, mais en même temps, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec cette personne, qui sont incluses dans le projet de cette personne. Donc, je ne sais pas, c'est une question sur laquelle que je devrais méditer davantage. C'est un peu comme une double punition. Exactement. Donc, il y a beaucoup de talents qui ont participé avec cette personne-là. Donc, pénaliser ces talents-là à cause de lui, c'est une belle question. Je dois continuer à méditer là-dessus. J'y avais pas trop pensé. Voilà. Alors, je le disais en introduction, tu as contribué à des ouvrages engagés comme Sous la ceinture, Je suis indestructible. Pourquoi il était essentiel pour toi de prendre part à ces projets collectifs, notamment autour de la culture du viol? Ça fait un bon pont avec ce que tu viens de dire. Donc, j'ai été approchée tout d'abord par Québec Amérique, les éditions Québec Amérique, pour être justement l'une des autrices de Sous la ceinture. Et pour eux, c'était aussi important parce que j'étais la seule femme noire de la collective, de l'œuvre, si on veut. Et enfin, c'est drôle parce que pour Je suis indestructible également, j'étais la seule femme noire. Donc, on est au Québec, on est dans un contexte où il faut faire entendre ces voix-là, nos voix. Donc, en tant que femme noire, c'était important pour moi de démontrer qu'est-ce que la culture du viol dans une perspective, en fait, de femme noire, tout simplement. Donc, c'était ça l'essence même de cette participation. C'était pour montrer que, bon, vous avez vos histoires, mais nous avons les nôtres également. Et de mettre une lumière là-dessus, sur cette, comment dirais-je, sur l'aspect culturel même du viol dans les communautés noires. Comment ça se passe, la façon que c'est tabouisé, la façon que le réflexe de porter plainte n'est pas instantané et plus difficile. Donc, il fallait que je mette ça de l'avant, c'était très important. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans le milieu du cinéma, la représentativité des personnes issues de la minorité, donc personnes noires, arabes, asiatiques, etc., est-ce qu'elle est suffisante? Ou est-ce que tu as l'impression parfois qu'on nous prend, entre guillemets, je dis nous parce que je suis aussi noire, pour remplir un quota ou pour comment on appelle ça, la discrimination positive? Mais tu sais, j'ai envie de répondre à ta question en disant que je ne suis pas sûre qu'on fasse partie d'une minorité de base. Je pense qu'on fait partie vraiment d'une majorité globale, mais qui a été nommée minorité par des personnes qui sont vraiment minoritaires et qui commencent un peu à avoir peur.
Donc, je dis ça, je dis tout. Non, c'est beau, c'est intéressant. Mais voilà, donc je crois que ça c'est la première chose et je crois que c'est justement par rapport à cette insécurité qui fait qu'on est comme peut-être mis de côté, que justement lorsqu'on est mis de l'avant, c'est pour remplir bien sûr des quotas comme tu l'as dit. Mais je crois que c'est un beau combat, celui de vouloir se mettre de l'avant et voilà, de s'affirmer et de se dire que non, nous ne sommes plus des victimes, on fonce et puis on ouvre des portes, on crée les opportunités, et puis voilà, ceux qui veulent embarquer, ils embarquent, et voilà. Vos créations théâtrales comme Haïti, c'est pays soleil, qu'est-ce que ça veut dire en français? Haïti est le pays du soleil. Ok, ce qui est plutôt très vrai. Et La Rage de Kunta, ce sont des titres très forts et identitaires. Quelles sont les places de tes racines haïtiennes et de la mémoire dans ton travail? Oh, c'est une merveilleuse question. Je suis née à Montréal, mais je dis toujours, moi, fait Canada, Haïti fait en dedans. Cela veut dire que je suis née au Canada, mais Haïti est né à l'intérieur de moi. Et vraiment, et je vais pousser plus loin parce que tristement, dans ma communauté, il y a toujours cette forme de déconnexion. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui connectent avec l'Afrique et qui comprennent que, bon, nos racines proviennent de l'Afrique. Mais tristement, c'est un combat pour moi aussi de faire entendre cette, comment dirais-je, cette réalité-là, ce fait-là, que, écoutez, oui, il y a eu des blessures par rapport au passé, mais je pense que l'heure est à la réconciliation, l'heure est à la réparation. Donc, autant que je suis fière de mes origines haïtiennes, je suis immensément fière aussi de l'héritage africain que je porte. D'ailleurs, je crois que l'indépendance haïtienne a été justement remportée par des bénédictions africaines. Les ancêtres qui étaient là par le passé, qui ont remporté ce combat contre l'armée napoléonienne, voilà, ils avaient gardé cet héritage-là de l'Afrique, ce courage-là de l'Afrique. C'était des personnes africaines qui ont combattu et qui se sont nationalisées haïtiens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre de l'avant. Donc le courage, la bravoure que je porte, c'est ancestral et ça vient de loin. C'est triste, je ne sais pas exactement d'où je viens. Je sais que les gens sont comme, ouais, girl, you look like a pearl, you look like this, you look like that. Des fois, on me donne des trucs de l'Est, de l'Ouest, du centre, enfin, mais j'embrasse absolument cette partie-là africaine de toi. De toi, c'est vrai, toi. c'est vrai. J'ai oublié. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... il faut que je mette de l'avant dans tout ce que je fais, cette représentation haïtienne, mais aussi africaine. C'est très, très important pour moi. Donc tu as aussi collaboré avec des vidéoclips avec des artistes tels que Vox Sambou. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce format beaucoup plus court, peut-être plus actuel, plus expérimental? Est-ce que tu as commencé à considérer le digital? Oh wow, absolument. La musique, c'est mon amour aussi de toujours. J'ai grandi justement en parlant de mon grand-père. J'ai grandi dans une famille mélomane, pas dans le sens que c'était des musiciens, mais la musique a fait partie courante de notre vie. À tous les jours, on écoutait la musique. Je crois que j'ai besoin de la musique pour vivre. Donc, participer dans des vidéoclips, c'est important pour moi. D'ailleurs, j'ai des projets également par rapport à la musique en tant que chanteuse parce que comment dirais-je, je suis dans cette quête d'apprécier ma voix, parce que j'ai une voix grave et voilà, je suis aussi dans cette quête-là de chanter et de m'exprimer dans ce sens. Et j'ai écrit des textes aussi de chansons, tout ça, que j'ai enregistré d'ailleurs. Et c'est ma timidité maladive qui fait que c'est pas encore sorti, mais ça ne sera tardé. Vous avez entendu? Dans Trapped par amour, tu incarnes Fatima, un rôle central dans une histoire sur la violence conjugale. Comment tu t'es préparée émotionnellement pour interpréter ce rôle? Ouh là là. Comment on fait pour jouer ce genre de rôle? Tu sais, au début de l'entrevue, on a parlé d'empathie. Oui. Je crois que lorsqu'on incarne ce genre de rôle, il faut être capable déjà d'avoir de l'empathie pour le personnage qu'on lit. Fatima est une femme immigrante qui est partie de l'Afrique avec un mari caucasien. Elle y croyait, elle croyait en l'amour. Il lui a fait croire en l'amour et arrivé dans le pays d'accueil, il l'a maltraité, il était alcoolique, il lui faisait des violences. Juste
parce qu'elle existait, parce qu'elle était femme et parce qu'elle était une femme noire. Et il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire le colon, je vais te posséder, je vais te dominer. Donc juste dans la lecture du texte, déjà, j'étais vraiment troublée par cette lecture parce que je me disais que... Et c'est pour ça que le film s'appelle Trapped par amour. Ok, parce que c'est pas juste Trapped, c'est Trapped par amour. Et dans le fond, c'est vraiment d'être capable de savoir prendre cette Fatima-là dans nos bras, de lui dire, tu sais quoi, ce n'est pas ta faute, euh, tu as fait cela par amour, tu as suivi cet individu-là par amour, tu croyais être bien traité, tu y as cru. Ça demande beaucoup de courage et de bravoure. Et à partir de là, c'est là que je peux l'incarner. C'est là que je me dis, ok, maintenant, esprit de Fatima rentre en moi et I get it. Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu continues à y penser? Est-ce que ça te trouble émotionnellement? Ou est-ce que Oui. tu arrives à te dire c'est mon travail, et puis quand je rentre à la maison, c'est ma vie? Oh my goodness, je sais pas si s'il y a des acteurs en date d'aujourd'hui qui sont capables de faire cela. Si oui, s'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. Parce que les personnages que j'incarne, que ce soit même dans des vidéoclips, hein, on parlait de vidéoclips Oui, très quand courts et tout, mais les personnages que j'ai incarnés à ce jour m'ont habité longtemps. Le personnage de Fatima m'a fait pleurer. Les larmes que j'ai versées dans ce film, c'était des vraies larmes. J'ai été capable de... Enfin, j'ai des techniques bien à moi pour pleurer, pour sortir ces émotions-là. Mais en même temps, vraiment, en fait, c'est un jeu d'empathie, acting quand même. C'est de se dire... C'est de le vivre pour vrai. Mais bon, à un moment, c'est sûr que la vie reprend son cours et que, bon, ça va, je dois me faire une raison. Mais ça reste quand même un moment. Je ne peux pas vraiment calculer en termes de temps, Oui, bien sûr. mais ça reste un moment. Ça reste Non, non, je ne peux pas... Il y a cette, comment dirais-je, cette forme de façon là dans le milieu du travail où est-ce qu'on te dit oui, lorsque tu rentres au travail, il faut mettre ta veste professionnelle et ensuite, quand tu sors, tu peux l'enlever. Avec le acting, pour moi, c'est pas encore possible. Mais encore une fois, s'il y a des personnes qui ont des conseils pour l'âme très sensible que je suis, s'il vous plaît, me donnez ces conseils-là parce que, waouh, c'est... Ou peut-être que je n'ai pas besoin de ces conseils-là parce que je crois que aussi, comment dirais-je, on banalise beaucoup la sensibilité comme si c'était une faiblesse alors que c'est vraiment une force, c'est un superpower. Yeah. À quoi on peut s'attendre avec toi, Jennifer, pour les mois, l'année qui s'en vient? Qu'est-ce que tu vas faire? En ce moment, je suis beaucoup dans cette écriture acharnée, premièrement d'un roman que j'ai débuté depuis un bon moment, ok? Je préfère pas te dire quand j'ai commencé ce roman, mais j'aimerais bien le sortir. Et si possible cette année, je crois que je suis prête, je crois que je suis prête à le présenter au monde. Donc, je suis beaucoup dans des écritures de textes, mais aussi dans des collaborations pour justement jouer. Mais je n'en dis pas plus parce que sinon, ça devient ennuyeux. Donc, moi, j'aime beaucoup créer les effets de surprise. Hein. Voilà, j'aime beaucoup l'inattendu, the unexpected. Mais il y a des projets qui viennent et puis voilà. Et enfin, qu'est-ce que tu penses de ce concept de ciné-club avec Mathia Guériz, une fois par mois au Centrafrica, venir visionner un film d'un réalisateur indépendant? Qu'est-ce que tu penses de l'initiative? Comment toi, tu pourrais par exemple amener du public à venir? Oh, c'est une bonne question. Bah, bien sûr, ça va me faire plaisir. Je crois que c'est une belle initiative. Je crois que ça permet justement de mettre de l'avant des artistes qui sont peut-être peu ou plus ou moins connus ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une très belle initiative. Je suis vraiment dans cette optique qu'il faut encourager l'art, toujours encourager l'art. Donc, moi, si je peux, je sais pas si je peux apporter mon aide dans cette concrétisation, ça me fait vraiment plaisir. On a envie de mettre en avant le cinéma qui est peut-être moins sur le devant de la scène, parce que c'est un cinéma qui compte. Et puis ton discours aujourd'hui nous montre que on peut se dépriter de plein de situations et de parler de sujets qui touchent beaucoup de femmes, ou beaucoup de personnes en général. Mais présenter des films d'auteurs peu connus ou quoi que ce soit, je crois que c'est une bonne idée parce qu'on ne va pas attendre non plus après ces boîtes de mainstream pour nous faire connaître. On peut commencer déjà et puis tipa tipa, comme on dit en Haïti, ben voilà. C'est ça, construire une place plutôt que d'attendre qu'on nous la donne finalement. Exactement, exactement. Créons les opportunités nous-mêmes et puis voilà, croyons en nous. Un dernier mot pour nos auditeurs peut-être? Eh bien, je crois que l'authenticité, c'est une clé et elle permet d'ouvrir beaucoup de portes.
Merci infiniment, Jennifer. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Merci.